Alors, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir monsieur Fréby, notre conférencier du soir, dont je fais une introduction très très courte, comme ça on laissera plus de temps aux conférenciers. Pour ceux qui étaient là en début d'année, pour les élèves les plus assidus, ou ceux qui ont eu la chance d'y assister, monsieur Fréby est déjà venu le 5 avril 2024. Il avait commencé sur le même thème, les cathédrales, fonctions, architecture. Et il nous avait fait un exposé qui nous avait vraiment passionnés, qui l'avait aussi passionné lui-même. Ce qui est formidable, c'est qu'au bout d'une heure, eh bien, il n'avait pas terminé. Et nous nous étions arrêtés, si vous vous souvenez bien, aux cathédrales gothiques. J'espère que vous avez révisé. Donc on était arrivé aux cathédrales gothiques et puis on avait dit à M. Fréby, écoutez, maintenant ça nous intéresse la suite, il faudrait peut-être quand même revenir terminer ce que vous avez commencé. Et donc aujourd'hui, d'abord, il a accepté de revenir, et ça, je vous en remercie. C'est très gentil de votre part de venir faire cette seconde partie. Et donc, on va aujourd'hui parler donc, des cathédrales, leurs fonctions, leurs différents styles, leurs techniques d'architecture, leurs techniques de construction. Et on va aller donc de l'époque gothique, enfin juste après l'époque gothique, jusqu'à l'époque moderne, je pense. Et donc ça, c'est vous qui allez en parler, beaucoup mieux que moi. Donc je vous laisse la parole, Monsieur Fréby, merci beaucoup. J'ai oublié de vous présenter. Monsieur Fréby est toujours doctorant, puisqu'il doit soutenir sa thèse, m'a-t-il dit, mais c'est une indiscrétion, donc vous ne le répéterez pas, au mois de février 2025, ça doit être à peu près prévu comme ça. Donc il va passer sa thèse en histoire de l'art. Et donc, il est en train de terminer. Il est toujours spécialiste de la cathédrale de Noyon. Et depuis la dernière fois, donc depuis le mois d'avril, il a pris un peu de grade parce que maintenant, il est chargé de cours aussi à l'université de Tours. Voilà. Et donc, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Fréby. C'est à vous. Vous avez 1 heure pour terminer tout le travail que vous nous avez commencé. Bravo. Je vous remercie. Je remercie à nouveau l'Université de la Cologne de m'avoir invité à nouveau. Merci de votre présence. Donc je vais commencer in medias res volontairement. Je vais un petit peu essayer de revenir sur ce que j'avais dit la dernière fois, ce qui sera important d'avoir en tête pour appréhender les cathédrales entre le XVIe et le XIXe siècle. Je ne traiterai pas du XXe siècle, je m'arrêterai aux grandes restaurations et constructions qui ont marqué le XIXe siècle. Alors ici, donc je vous présente le transept sud de Notre-Dame de Paris ainsi que la nef de la cathédrale de Strasbourg. Première chose qui sera importante d'avoir en tête, puisque les cathédrales des temps modernes, c'est-à-dire du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, constituent des monuments qui sont hérités. Et l'héritage sera extrêmement important pour voir le renouvellement qui sera apporté à partir du XVIe siècle. Alors ici, donc ces deux édifices en fait témoignent du gothique que j'avais appelé la dernière fois rayonnant, ce gothique rayonnant qui se développe à partir des années 1230 à Saint-Denis notamment, à l'église abbatiale de Saint-Denis, et qui se caractérise, vous le voyez ici, par la volonté d'ajurer au maximum les parois. Donc véritablement, on fait disparaître le mur au maximum et on les remplace par des grandes fenêtres à réseau. Ce sont tous ces éléments qui viennent décomposer les ouvertures et qu'on pourrait au fond retirer sans que la structure s'effondre. D'accord, c'est complètement indépendant de la structure. Donc fenêtre à remplage ou fenêtre à réseau. Et puis ça se caractérise aussi, cette architecture médiévale, et ça sera extrêmement important de l'avoir en tête. Et ici, vous le voyez, c'est très épanoui dans le gothique rayonnant, avec cette division en travées. Vous voyez qu'à chaque fois, on a un pilier qui monte comme ça du sol jusqu'à la voûte, d'un seul élan, et qui vient comme ça marquer, rythmer l'édifice, comme ça verticalement, donc ce qu'on appelle les travées, avec une fenêtre percée par travée. Donc vraiment cette sacro-sainte, si j'ose dire, division en travées de l'architecture médiévale, puisque ce type d'espace était apparu, rappelez-vous, au tout début du XIe siècle, et il avait caractérisé l'architecture romane, et en fait le gothique va le complexifier, avec ces piles qu'on appelle comme ça fasciculées, des faisceaux de colonnettes qui montent jusqu'aux voûtes. Et donc le transept sud de Notre-Dame de Paris, à gauche, vous voyez ces grandes roses à rayons qui ont donné leur nom au style gothique rayonnant, donc un exemple comme ça de cette volonté d'ajurer au maximum les parois. Deuxième chose à avoir bien en tête aujourd'hui, en tant qu'espace hérité des temps modernes, c'est l'aménagement liturgique des cathédrales médiévales. J'avais bien distingué dans ces édifices, la cathédrale, c'est donc l'église mère du diocèse, donc là, il y a le siège d'un évêque, la cathèdre. Et donc cet espace, il est avant tout, il n'a pas de fonction paroissiale, il n'est pas destiné aux laïcs. Donc les laïcs ont accès à la nef, la partie qui est dans la partie inférieure ici du schéma. Ensuite, vous trouvez l'autel
qui correspond au petit A. Le petit B, c'est l'autel de rétro, c'est-à-dire un autel secondaire, puisqu'on peut faire qu'une messe par jour sur le même autel. Et entre cette nef réservée aux laïcs et l'abside, cette extrémité orientale de l'édifice, tout en haut du plan, on a le chœur canonial, les chanoines, qui prennent place ici donc dans les stalles, et ils viennent réciter 7 fois par jour l'office divin, donc la prière, comme le font en fait les moines bénédictins, d'accord. Et donc il est séparé, ce chœur canonial, par un jubé entre la nef et ces stalles. Et donc véritablement, quand vous rentrez dans une cathédrale médiévale, vous ne voyez pas le maître-autel, il est invisible, d'accord. Il y a comme une deuxième façade à l'intérieur de l'église, vraiment ce jubé vient barrer comme ça à la vue des laïcs le chœur. Et on verra que c'est un élément essentiel pour les temps modernes dans les renouvellements liturgiques qui vont être proposés. Alors ces cathédrales, le XVIe siècle, en fait, ce début des temps modernes va se caractériser, en France du moins, par une hésitation en fait, entre deux esthétiques. Vous allez avoir dans la première moitié du XVIe siècle des édifices qui vont continuer la tradition gothique. Ici, je vous montre l'exemple de Senlis, et qui constitue en fait un exemple qui s'est développé à partir du XVe siècle de cette dernière étape du gothique, qui est le gothique qu'on a appelé flamboyant. Alors flamboyant, pourquoi? Si vous voyez le remplage, donc le réseau de la rose, ici à l'intérieur ou à l'extérieur, on voit ces motifs de courbes et contre-courbes qui ressemblaient à des flammes et qui ont donné le nom de flamboyant. Deuxième caractéristique, et qui sera essentielle pour le retour à l'antique qui va caractériser ce XVIe siècle en France, c'est la suppression du chapiteau entre les voûtes et les piliers. Si je reprends Strasbourg juste avant, vous voyez qu'en fait, au début des voûtes, au niveau de l'amorce des voûtes, il y a un chapiteau, un décor comme ça qui vient souligner la distinction entre ce qui est porté, le pilier, ce qui porte le pilier, et ce qui est porté, la voûte sur croisée d'ogive. Ici, à Senlis, c'est tout à fait caractéristique de ce gothique flamboyant. On va supprimer le chapiteau, si bien que du sol jusqu'à la clé de voûte, rien ne vient interrompre horizontalement l'élévation. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important, vous le verrez pour la suite. Alors, vous avez également la complexification des voûtes. Vous voyez, au lieu d'avoir que 2 ogives diagonales, on va comme ça multiplier les nervures qui sont purement décoratives au niveau des voûtes. Alors ce transept, il est construit, c'est extrêmement intéressant parce qu'il nous fait rentrer déjà presque dans les temps modernes. Lui, il renvoie toujours à la tradition gothique. Il est construit par Martin Chambige dans les années 1520, le fils de Pierre, qui lui a construit notamment le transept de Beauvais dans la région au tout début du XVIe siècle. Et c'est un architecte très intéressant, Pierre Chambige, parce qu'en fait, en même temps, il va construire le château de Chantilly pour le duc de Montmorency. Et là, il va choisir le style qu'on appelle à l'antique, le style italien, qui s'était développé par ce retour à l'antique. Donc en fait, selon la commande, il va adapter en fait son style. Donc il fait du gothique pour l'évêque de Senlis et il fait du Renaissance, si vous voulez, pour les châteaux. Et donc ces temps modernes, ces cathédrales des temps modernes, 16e, 18e siècle, vont se caractériser effectivement très vite, premier point, par ce retour à l'antique. Donc on va abandonner, si vous voulez, en partie cette esthétique du gothique rayonnant et du gothique flamboyant pour revenir finalement à ces ordres antiques, alors c'est-à-dire véritablement à un rappel beaucoup plus précis des monuments de l'Antiquité. Et ça va beaucoup se faire au début de manière isolée sur les jubés, sur le mobilier. Et à partir de 1554, en France, il y a un monument qui me semble tout à fait important, c'est la cathédrale de Rodez, que vous avez ici sous les yeux. Et cette cathédrale de Rodez, vous voyez que la rose, elle renvoie encore à cette architecture du gothique flamboyant, à courbe et contre-courbe. Par contre, la partie supérieure de la façade, ici, elle inaugure, si vous voulez, en France, ce retour aux ordres antiques sur les cathédrales. Vous avez effectivement, donc je vous ai mis un zoom de la partie supérieure, ce qu'on appelle le fronton à l'extrémité de la façade. Et ici, vous avez vu, c'est ce qu'on appelle un temple piéto, c'est-à-dire un petit temple à l'antique qui va surmonter la façade de la cathédrale. Et ici, vous voyez déjà, vous avez cette volonté très nette de l'horizontale. Vous avez ce qu'on appelle les entablements à l'antique, comme ça, ces éléments horizontaux qui vont venir diviser 2 fois cette partie supérieure de la façade et chacun va être supporté par un registre de colonnes. Et vous voyez ici cette volonté de revenir à l'antique, on le voit avec ces entablements comme ça horizontaux, mais aussi par le choix des ordres. Ici, vous avez en bas des chapiteaux doriques, au sommet des colonnes, vous voyez que ça reste lisse.
comme au Parthénon à Athènes, par exemple. Et au-dessus, vous avez l'ordre ionique, qui se caractérise comme ça par ses volutes latérales, et puis le fronton triangulaire au sommet. Donc ici, vous avez vraiment ce retour très strict à l'esthétique antique. Donc une façade de temple comme ça qui vient couronner la façade de l'édifice chrétien. Ici, la cathédrale de Châlons-en-Champagne, deuxième exemple, je ne vais pas les multiplier. La cathédrale de Châlons-en-Champagne, donc c'est une cathédrale gothique, je vous ai mis l'élévation latérale. Les parties les plus anciennes remontent au XIIe siècle. La nef est de style gothique rayonnant. Et on va finir l'édifice qu'au XVIIe siècle, par les parties occidentales, donc à droite de la photo. Et donc l'architecte va imiter dans les travées occidentales le style gothique pour unifier avec les parties déjà construites. Par contre, au niveau de la façade, là, il va laisser libre cours au style contemporain. Et vous voyez, vous avez donc cette façade occidentale de la cathédrale de Châlons qui va reprendre la succession des deux ordres superposés. Vous allez retrouver comme ça les entablements à l'antique avec architrave, frise, corniche à chaque fois, 2 fois, et supportés par des colonnettes. Mais ici, vous voyez que les chapiteaux sont corinthiens, c'est-à-dire à des corps de feuilles d'acanthe. Donc là, c'est vraiment un des ordres qu'avait notamment décrit Vitruve dans l'Antiquité. Donc ici, vous avez véritablement l'exemple même de ce qu'est en architecture la cathédrale des temps modernes, ce retour finalement à l'antique avec l'imitation des ordres et la façade d'un temple païen au devant d'une église chrétienne. Deuxième point, ces cathédrales des temps modernes, elles vont se caractériser aussi par la volonté de restaurer et de reconstruire les cathédrales dont on a hérité, puisque le XVIe siècle en France, il va se caractériser déjà par une rupture très importante au sein du christianisme, c'est la réforme, donc les protestants, et simplement je précise qu'en 1516, il y avait eu le Concordat de Bologne, et le Concordat de Bologne, en fait, c'est en fait une tendance au gallicanisme, c'est-à-dire que ça n'est plus le pape qui va nommer les évêques, mais c'est le roi de France qui, d'une manière, va contrôler en fait son royaume, et c'est lui qui va nommer les évêques de son royaume. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Et donc, ces cathédrales, qui sont en fait associés par les protestants au papisme, c'est-à-dire ceux qui relèvent du pape. En même temps, ces cathédrales, elles deviennent de facto, avec le Concordat de Bologne, le symbole du roi de France qui est resté fidèle au catholicisme. Et donc ces cathédrales, si vous voulez, elles vont devenir un objectif un objet de ces guerres de religion, c'est-à-dire que les protestants vont s'attaquer à ces cathédrales-là en tant que symbole du papisme et du roi de France. Et donc, à partir des années, en particulier les années 1560, les protestants vont détruire pas moins de 22 cathédrales en France, et donc ce qui va inaugurer des tentatives de restauration et de reconstruction sur lesquelles je reviendrai juste après. Vous verrez, ce sera extrêmement intéressant de parler du terme de restauration. Alors, s'en prendre à une cathédrale, il y a plusieurs raisons pour les protestants, hormis le fait de s'attaquer au roi et au pape. C'est le fait d'abord qu'ils commettent un crime, celui de la théophagie. L'Eucharistie, souvenez-vous, pour les chrétiens catholiques désormais, c'est le fait de considérer que par la transsubstantiation, le Christ littéralement s'incarne dans le pain et dans le vin, alors que pour les protestants, les réformés, ce geste de l'Eucharistie, ça n'est qu'un symbole qui rappelle le sacrifice du Christ, mais il n'y a pas l'incarnation au sens premier. Donc véritablement, s'en prendre à une cathédrale, c'est une manière de, si vous voulez, purifier l'espace chrétien pour revenir en fait aux origines du christianisme, puisque le dogme de la transsubstantiation, il s'est construit au fur et à mesure de l'Église. Donc c'est purifier en quelque sorte l'espace chrétien de ces hérésies, si vous voulez. Deuxième chose, c'est donc s'en prendre au pape par l'intermédiaire de l'évêque. Troisième raison, c'est le fait aussi de rançonner. Vous verrez que c'est le cas à Mende. Il s'agit aussi de faire des butins, si vous voulez, de bataille. Et donc à Mende, par exemple, je vais commencer par celui-ci. On est en 1567 et à Mende, en fait, le capitaine de mer, le protestant, va exiger des chanoines 10 000 livres qu'ils ne peuvent pas donner, et donc il va détruire la cathédrale de Mende. Un an après, en 1568, et c'est certainement le monument le plus connu, en 1568, la cathédrale d'Orléans va être dynamitée entièrement. Donc la cathédrale d'Orléans que vous avez aujourd'hui sous les yeux, on en parlera juste après, c'est une cathédrale gothique des temps modernes.
La cathédrale de Valence, elle est détruite en 1562. Quant à la cathédrale de Montauban, en 1561, quand la ville est prise par les Huguenots, et elle le restera jusqu'à la reprise par Richelieu en 1629. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de l'édit de Nantes en 1598, tous les édifices détruits, catholiques, doivent être reconstruits. C'est une obligation. Et alors, pour ces reconstructions, c'est là que ça m'intéresse davantage, ces reconstructions, il va y avoir 2 tentatives. Et là, ça peut vous surprendre. Il va y avoir d'abord la volonté de restaurer l'édifice tel qu'il était avant l'arrivée de la Réforme. Une manière en fait de nier, d'oublier cette parenthèse protestante. Véritablement, la volonté, vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé de mémoire la dernière fois, faire mémoire des édifices, toujours dans l'Église chrétienne, c'est extrêmement important pour marquer la continuité avec les premiers temps du christianisme. Eh bien ici, on va nier cette parenthèse huguenote et donc on va reconstruire à l'identique. Alors le cas qui me semble le plus emblématique, on va au bord du Rhône, c'est la cathédrale de Valence. Et la cathédrale de Valence, donc, qui avait été détruite en 1562, eh bien, elle va être reconstruite dans le style roman. On avait une cathédrale romane à Valence qui a été entièrement détruite et aujourd'hui, vous avez une cathédrale romane du XVIIe siècle. Et ça, c'est extrêmement surprenant. Vous voyez, elle a toutes les caractéristiques de l'architecture romane avec la voûte en berceau plein cintre qui est renforcée comme ça par des doubleaux qui viennent souligner le rythme en travée, des chapiteaux dérivés du corinthien, le chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante, etc. Tout ça, ou presque, il restait une partie quand même des fondations, certains piliers, eh bien c'est une reconstruction du XVIIe siècle. À tel point que le conseil de la ville, les architectes avaient reconstruit, voulaient prendre des libertés au niveau du déambulatoire, eh bien ils vont intenter un procès pour qu'il reste fidèle à la cathédrale précédente. Donc il y a vraiment cette volonté très claire de reconstruire à l'identique pour faire mémoire de cette cathédrale précédente. Deuxième élément, la cathédrale d'Orléans. Alors ici, on avait une cathédrale qui avait été construite à partir de la fin du XIIIe siècle, donc en style gothique rayonnant, comme je l'ai dit en commençant. Et cette cathédrale, donc, elle va être là, donc, dynamitée en 1568. Et il ne restait plus guère, à part la couronne des chapelles là, que vous voyez à droite sur la photo vue du ciel, la couronne des chapelles rayonnantes, il restait une bonne partie ici. Mais sinon, pour l'élévation, il ne restait guère qu'une travée de la nef, qui datait de l'époque du gothique flamboyant. Vous voyez qu'il y a la suppression des chapiteaux entre les voûtes et les piles. Eh bien, cette travée qui était la seule conservée va être prise comme modèle pour reconstruire la totalité de la cathédrale. Ce chantier il est extrêmement intéressant parce qu'il est financé directement par le roi Henri IV, qui fait cet édit de Nantes. Il finance cette reconstruction et ça va continuer ensuite avec les rois suivants, notamment Louis XIV. Et vous le voyez, vraiment cette volonté de restaurer l'ordre catholique dans le royaume, mais en même temps l'ordre royal, le catholicisme qui triomphe. Eh bien, les roses du transept, qu'on voit en bas sur la photo vue du ciel et vous avez le zoom au-dessus, eh bien vous avez le symbole de Louis XIV au cœur même de la rose. Donc l'affirmation royale ici est extrêmement nette à Orléans. Un exemple qui me semble extrêmement intéressant puisque cette reconstruction à l'identique, entre guillemets, elle va se prolonger par un achèvement. Parce qu'en réalité, ce qui est derrière le photographe ici, les parties occidentales de la cathédrale, donc ce qui correspond aux 2 tours que vous voyez sur la photo vue du ciel, eh bien, ça n'avait jamais été construit à l'époque gothique. En fait, on avait, souvenez-vous, j'avais pris l'exemple de Beauvais la dernière fois, les cathédrales, quand on les reconstruit à l'époque gothique, on les reconstruit au fur et à mesure et on détruit l'église précédente au fur et à mesure, d'où à Beauvais la basse-œuvre et le grand chœur gothique qu'on voit à l'arrière. Eh bien, à Orléans, c'était pareil, on avait toujours le massif occidental, la façade romane, à l'extrémité de l'édifice. Eh bien là, en fait, on va l'achever entièrement dans le style gothique et il faudra attendre le 19e siècle pour que l'édifice soit complètement terminé. Parfois, on ne reconstruit pas, on va décider de transférer le siège épiscopal. Ici, je vous prends l'exemple de Périgueux. Regardez, Périgueux au XVIe siècle. Périgueux au XVIe siècle, en fait, vous avez 2 pôles. C'est ce sur quoi aussi j'avais terminé la dernière fois avec ces villes à double pôle. Vous avez à gauche, on voit bien les arènes circulaires de la ville antique, et vous avez là un grand clocher à l'avant, ça c'est la cathédrale Saint-Étienne. C'est donc celle que vous avez ici à gauche avec la grande coupole. La cathédrale Saint-Étienne, on l'appelle aujourd'hui Saint-Étienne de la Cité parce qu'en fait, elle avait été établie pendant les premiers temps du christianisme au sein de la cité antique. Elle va être détruite
par les protestants, cette cathédrale, vous voyez qu'il reste plus guère que les dernières travées avec le chœur. Hein, elle est très courte, hein, cette cathédrale. Il faut imaginer à l'arrière comme ça une nef qui a entièrement disparu. Eh bien, au lieu de la reconstruire, ici, on va transférer le siège épiscopal dans l'autre pôle de la ville. Vous voyez qu'à ses propres remparts, et vous le voyez déjà au XVIe siècle, c'est une ville beaucoup plus importante, tout simplement parce qu'en fait, cette ville, elle s'est développée autour d'un deuxième monument extrêmement important pour les habitants de Périgueux. C'est la collégiale Saint-Front, qui était desservie par ses propres chanoines. Et la collégiale Saint-Front, elle était extrêmement importante, tout simplement parce qu'elle s'était développée autour des reliques de Saint-Front qui avait introduit le christianisme, en fait, dans la région de Périgueux et qui avait été rattaché par les hagiographies successives au Christ lui-même. Hein, donc il y avait quand même un grand prestige de Saint-Front. Mais logiquement, dans l'Antiquité, on n'enterre jamais les personnes à l'intérieur de la cité, on les enterre à l'extérieur des villes, et donc ça correspond, ça tombe. En fait, la collégiale s'était développée au fur et à mesure autour de la tombe de Saint-Front. Et petit à petit, les pèlerinages se multipliant, eh bien, la ville, ça a attiré les bourgeois, les marchands, hein, donc ça a créé ce qu'on appelle à Périgueux le puits Saint-Front, le bourg Saint-Front. Il y a la même chose à Tours avec le bourg Saint-Martin ou à Limoges avec le bourg Saint-Martial. Et donc, là, en fait, ça a pris le pas. Le puits Saint-Front, en quelque sorte, est devenu beaucoup plus important que la cité antique. Et ça va venir en fait sanctionner définitivement. On va en fait transférer tout simplement, après la destruction de la cathédrale de Périgueux au XVIe siècle, le siège épiscopal dans l'ancienne collégiale Saint-Front. Et donc désormais, la cathédrale de Périgueux, que vous connaissez peut-être, puisqu'elle est très connue avec ses fils de coupole comme ça, dont on reparlera tout à l'heure, puisque c'est une création du XIXe siècle, la voici à droite, l'actuelle cathédrale de Périgueux, mais qui ne l'est que depuis le XVIe siècle. Enfin, et je trouve que c'est un des éléments les plus intéressants avec Valence, voici la cathédrale de Montauban, à gauche de l'image. Alors Montauban, je vous rappelle que la ville avait été prise par les protestants en 1561, Richelieu la reprend en 1629, et là vous avez l'image même d'une architecture qui a été pensée comme une restauration de l'ordre catholique et royal. En fait, la cathédrale avait été détruite dès la prise de la ville par les protestants, et la cathédrale ne va pas être reconstruite à son emplacement d'origine. Elle va être reconstruite à l'endroit le plus élevé de la ville de Montauban pour être visible. On va faire appel aux architectes du roi directement pour la reconstruire, Jules Hardouin-Mansart et Robert Decotte, son successeur, et on va choisir les matériaux, véritablement, pour contraster avec l'architecture traditionnelle de la région de Toulouse et de Montauban, la brique. Ici, on va choisir le calcaire, la pierre, et au lieu de la tuile creuse, on va employer des toitures de plomb que vous devinez à l'arrière. Donc là, vraiment, on a une architecture qui vient complètement trancher avec le paysage artistique, si vous voulez, de la région. Donc déjà, c'est extrêmement visible, en plus de la reconstruire sur le point le plus élevé. Et puis, ici, vous voyez bien qu'on a cette architecture, en fait, de la contre-réforme catholique, ce fameux classicisme. Donc, classicisme, c'est en fait la continuité de ce que j'appelais tout à l'heure le retour à l'antique, bien évidemment. Ici, vous avez bien les deux ordres superposés, pareil, avec les deux architraves successives, le fronton triangulaire, et ici, en fait, le modèle principal, ce sont les églises de Versailles. Regardez l'église Notre-Dame à droite, qui était l'église de la famille royale, et bien vous retrouvez vraiment de manière très très proche l'esthétique de la région parisienne au XVIIe siècle. Voilà la cathédrale de Montauban. On va même jusqu'à regarder les tours, qui peuvent paraître assez massifs quand on a l'habitude de l'architecture médiévale avec les très hautes flèches de pierre. Pensez à Senlis, ici on a complètement abandonné la tradition des flèches de pierre. On va retrouver l'entablement à l'antique au-dessus des fenêtres du beffroi où il y a les cloches, mais au-dessus on va mettre ce qu'on appelle l'attique, comme il y a au château de Versailles, pareil, qu'on trouvait sur les monuments antiques, c'est-à-dire ce mur-là qui vient exaucer où il y a les pendules là, aujourd'hui. Troisième point qui va caractériser cette architecture des cathédrales des temps modernes, et là c'est là que je fais appel à vraiment votre connaissance de l'aménagement liturgique des cathédrales médiévales, c'est l'ouverture des chœurs qui va se faire à partir du XVIe siècle. À Milan et en France, il va falloir attendre l'extrême fin du XVIIe et surtout le XVIIIe siècle pour que ce soit accepté. Rappelez-vous, la tradition, la tradition, la tradition. Et donc, il va falloir aussi trouver des arguments pour changer ces chœurs et les modifier. Ici, à Milan, on est en 1564 et on a l'évêque Borromée qui, ici, va réaménager le chœur de cette cathédrale gothique. Et ici, c'est extrêmement important à plusieurs égards, puisqu'en fait, il fait disparaître le jubé, et qu'il n'y a plus de jubé,
c'est-à-dire qu'on est ici dans le transept, mais rien ne vient barrer la vue en direction de l'autel, qui certes reste au fond du chœur, vous voyez avec cette structure circulaire comme ça, comme un baldaquin. L'autel est visible de partout dans la cathédrale, de la nef de la cathédrale, et vous voyez, vous le devinez certainement, les stalles des chanoines sont placés à l'arrière, au fond. C'est-à-dire que vous n'avez plus ce chœur canonial qui vient s'interposer comme ça entre l'autel et les laïcs qui sont dans la nef. Donc plus de jubé, plus de chœur canonial en avant, et il en reste guère que les chaires qui étaient autrefois sur le jubé, puisqu'on y lisait l'évangile et l'épître au cours des cérémonies. Eh bien, on a gardé au niveau des piles de la croisée du transept, là à gauche et à droite, ces chaires comme ça qui sont intégrées, mais plus de jubé qui vient barrer. Deuxième élément, et qui est tout aussi capital, c'est le fait que Borromée va décider d'intégrer dans l'autel le tabernacle. On a peut-être l'habitude aujourd'hui de voir le tabernacle avec la réserve eucharistique comme ça conservée directement dans l'autel, que le prêtre va chercher pour faire communier les fidèles. Eh bien, c'est quelque chose qui remonte à ces années-là. Le tabernacle, en fait, jusque-là, les hosties étaient conservées soit dans une chapelle de la cathédrale, complètement secondaire, soit à l'extérieur de la cathédrale, dans une autre église. En particulier en Italie, à Rome, c'était complètement le cas de conserver vraiment à l'extérieur de l'église. C'est vraiment l'usage en quelque sorte romain. En France, ce qu'on faisait, rappelez-vous, dans les cathédrales, ça n'est pas destiné aux laïcs, donc il n'y a pas de communion comme ça pour tous les laïcs. Eh bien, en France, on avait ce qu'on appelle une suspense eucharistique, c'est-à-dire que vous aviez l'autel majeur et au-dessus, vous aviez comme ça un objet en hauteur qui surplombait l'autel et dans lequel on conservait quelques hosties, mais parfois 2 ou 3, nous disent les textes, ce n'était pas du tout destiné à la communion, c'était destiné en fait à matérialiser, à signifier la présence réelle du Christ à l'intérieur de la cathédrale. Et donc la suspense eucharistique, c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouvait pas en Italie, mais qu'on trouve en France à l'époque médiévale. Donc vous voyez vraiment suspendu par des chaînes comme ça au-dessus de l'autel, vraiment en hauteur, la suspense eucharistique, qui porte bien son nom du reste. Eh bien, ici à Milan, ce qui va se passer, c'est qu'on va polariser en fait l'endroit le plus sacré. On va combiner à la table de l'autel où on fait mémoire du sacrifice du Christ pour les chrétiens, on va mettre en place les hosties à l'intérieur même de l'autel, donc dans un tabernacle. Et donc ça se fait à Milan en 1564 et en 1567. Charles Borromée va même enjoindre lors d'un concile provincial, parce que c'est un archevêché, Milan, et il va donc, au cours de ce concile, inviter les prêtres de ses paroisses à faire de même, c'est-à-dire à intégrer un tabernacle dans les autels de ces églises paroissiales. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, un acte extrêmement important qui apparaît ici. Alors, en France, il va falloir du temps. Donc on était en 1564-1567, et là je suis condamné à faire un petit détour avant de vous reparler des cathédrales, puisqu'en France, eh bien, c'est ce renouvellement en fait de l'aménagement liturgique, il va être introduit, si vous voulez, par les nouveaux ordres monastiques, notamment les jésuites, que vous connaissez sûrement, les capucins, les minimes, tous ces ordres qui prospèrent au XVIIe siècle. Eh bien, eux, ils vont introduire la communion fréquente, parce qu'on ne communiait pas au Moyen-Âge chaque dimanche. Donc là, ils vont introduire la communion de plus en plus fréquente pour les fidèles, et ils vont aussi introduire le développement du culte du Saint-Sacrement, c'est-à-dire les expositions comme ça de l'hostie qui vont être vénérées par les fidèles. Donc en fait, on va avoir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un rapport vraiment théâtral, en tout cas du sensible, face dans la religion, si vous voulez, et donc dans le culte. Et ça va être extrêmement important, parce qu'en fait, ces ordres, qui donc sont des moines, ils vont ouvrir leurs églises, développer des messes pour les laïcs, où on voit l'autel, avec ce tabernacle dans l'autel, avec la communion plus fréquente, avec l'exposition du Saint-Sacrement. Et en fait, petit à petit, au cours des années en France, eh bien, à la fin du XVIIe siècle, il n'y a plus guère que les cathédrales qui sont avec ce clergé qui est comme ça presque barricadé dans sa forteresse à l'extrémité des cathédrales dans ses chœurs. Et donc à la fin du XVIIe siècle, en fait, l'argument principal des chanoines, c'est de dire ils sont l'église mère du diocèse. Nous sommes la première église du diocèse historiquement et hiérarchiquement. Et on a la prééminence hiérarchique parce qu'on est la plus ancienne église de la région. Rappelez-vous de ça. Eh bien, leur argument, c'est de dire
on est l'église mère du diocèse, tout simplement parce que nous, ce qu'on veut, c'est être le plus proche de la tradition et ne pas succomber à la modernité. Ça, c'est vraiment l'argument essentiel des chanoines. C'est-à-dire, nous, on ne va pas renouveler nos chœurs parce que sinon, on va perdre, en fait, d'une certaine manière, notre légitimité qui est entièrement fondée sur l'ancienneté. Et donc, à partir de la tout début XVIIIe siècle, il n'y a aucun chœur, encore ou presque, de cathédrale qui va s'ouvrir, en réalité. Eh bien, il va y avoir les mauristes, qui sont des bénédictins réformés. Et eux, ils se caractérisent, ces mauristes, par la recherche. Ce sont des moines savants. Et eux, en fait, ils vont retourner la chose, c'est-à-dire qu'ils vont faire des recherches sur les antiquités chrétiennes au début du XVIIIe siècle. Et là, c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait, ils vont renverser l'argument, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont montrer que les premières églises chrétiennes, 3e, 4e, 5e, 6e siècle, etc., ne répondaient pas au modèle du chœur fermé tel qu'on le connaissait au XVe, XVIe, XVIIe siècle dans la tradition médiévale. En fait, ça s'était mis en place au fur et à mesure du Moyen-Âge. Les premières cathédrales, elles avaient des chœurs complètement ouverts avec l'autel qui était placé en avant du chœur des clercs. D'accord ? Et donc, si vous voulez, ça va renverser l'argument, c'est-à-dire que pour les chanoines qui prétendaient être garants de la tradition, là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est une autre mémoire, la mémoire de l'Église primitive. Et là, ça va être un événement un peu fondateur. Ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, il va y avoir deux cathédrales qui, à la fin du XVIIe siècle, tout début du XVIIIe siècle, vont commencer de s'ouvrir en France. Et là, vous allez voir ces deux façons de voir la mémoire, d'interpréter la mémoire. À chaque fois, on ne modernise un chœur que ça n'est légitime que dans la mesure où ça renvoie à la tradition, mais pas la même. Angers, que vous avez ici, que j'avais présenté au début, à gauche, vous avez l'aménagement médiéval. Donc rappelez-vous, avec le jubé, le chœur canonial et les deux autels comme ça au fond de l'abside, donc c'est complètement invisible. Et bien à droite, vous avez le chœur après 1699. Et là, en France, ça va constituer le premier modèle des chœurs ouverts. Regardez, ce qui s'est passé, c'est que le chœur canonial les stalles ont été déplacées au fond du chœur architectural, et l'autel, qu'on va appeler à la romaine, puisqu'en fait il s'est développé en Italie, l'autel à la romaine, il a été ramené en avant du chœur canonial. On a détruit le jubé, la barrière qu'on devine là vraiment avec deux autels au numéro 16 à l'extrémité de la nef. On a complètement supprimé le jubé. Donc ici, comme à Milan, mais encore plus affirmé, puisqu'ici on a vraiment ramené l'autel en avant dans la croisée du transept, eh bien ici, plus rien ne barre la vue en direction de ce maître-autel. Et donc Angers, ça va constituer un élément important de ce que je disais tout à l'heure par rapport aux mauristes, c'est-à-dire qu'ici on revient en direction de l'église primitive, aux aménagements des premières églises chrétiennes. Parfois, c'est beaucoup plus timide. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, on est juste après, au tout début du XVIIIe siècle, dans les premières années du XVIIIe siècle, et Louis XIII avait fait le vœu de réaménager le chœur de Notre-Dame. On parlait là, en fait, avec le vœu qu'on appelle de Louis XIII. Et c'est Louis XIV, son fils, qui va réaliser ce vœu de moderniser le chœur de Notre-Dame. Et là, il y a plusieurs projets. Notre Robert de Cotte, qu'on a vu tout à l'heure à Montauban, le successeur de Jules Hardouin-Mansart, il va proposer un projet qui est à la romaine, c'est-à-dire le chœur complètement ouvert. Et il va proposer, en fait, de ramener l'autel dans le transept, que vous voyez sur le plan à droite, au milieu, l'autel dans le transept, que vous voyez ici dessiné, le projet. Voici à quoi il aurait ressemblé. Donc, il y aurait littéralement eu une mise en valeur complète de la table où il y a les cierges, par cette structure en baldaquin au-dessus, avec suppression totale du jubé, que vous devinez encore ici. Le jubé était là, Notre-Dame, au début du XVIIIe siècle, donc il propose de le supprimer, de mettre l'autel à ce niveau et de décaler les stalles à l'intérieur du chœur, au-delà, comme à Angers. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que les chanoines vont refuser le projet de Robert de Cotte, et ils vont finir par avoir raison, et ils vont décider de faire un réaménagement timide, c'est-à-dire de renouveler les formes, mais sans toucher à l'aménagement médiéval. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un chœur ouvert, certes, on va voir l'autel, parce qu'il y a effectivement destruction du jubé, mais l'autel, il va être reconstruit à l'extrémité de l'abside, c'est-à-dire là où il était à l'origine, tout en haut au niveau de toutes les colonnes qu'on voit qui sont marquées au sol. Vous voyez, l'autel va rester à son emplacement primitif,
Les stalles de même, mais on supprime le jubé. Et là, c'est l'autre version de la modernisation des chœurs. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un exemple de la mémoire stratifiée, c'est-à-dire qu'on renouvelle le chœur, certes, mais en restant dans la continuité de la longue tradition qui s'est construite au fil des siècles. Donc, deuxième tendance. Ici, je vous ai mis du coup ce chœur renouvelé, comme ça, avec les sculptures de Louis XIV et de Louis XIII qui offrent sa couronne et la Pietà au centre, au-dessus de l'autel. Donc voilà, un réaménagement qui a aujourd'hui en partie disparu avec les restaurations de Viollet-le-Duc, dont je parlerai tout à l'heure. Il faut attendre les années 1740 pour qu'il y ait véritablement une vogue de la réaménagement des chœurs. Et là, j'ai pris l'exemple qui est le plus près, mais qui est aussi le plus connu, puisque c'est à Noyon qu'il va y avoir la bataille des chœurs la plus virulente. Il va y avoir les anciens et les modernes. Le chapitre va se diviser en deux camps. En fait, en 1753, les chanoines décident de renouveler le chœur. Donc, en fait, à l'origine, l'autel, il faut l'imaginer, donc la photo de droite, tout au fond. Il était vraiment tout au fond, au niveau des colonnes, qu'on voit vraiment à l'extrémité de la photo. L'autel était là avec les reliques de Saint-Éloi, qui étaient juste au-dessus. Le chœur canonial était placé en avant, là où il y a l'actuel autel que vous devinez avec sa structure circulaire. Ici, il y avait le chœur des chanoines. Et là, il y avait un jubé qui est aujourd'hui remonté, si vous connaissez Noyon, dans la salle du jubé, là, qui va être restaurée bientôt. Donc, c'était vraiment le chœur médiéval par excellence. En 1753, on décide d'un projet d'autel à la romaine. Donc, un autel que vous voyez ici, surtout sur la photo de gauche. L'autel va être avancé dans la croisée du transept. Enfin, c'est ce qu'on projette à ce moment-là en 1753. L'autel dans la croisée et les stalles où elles sont aujourd'hui à Noyon, c'est-à-dire dans la partie semi-circulaire à l'extrémité de l'église sur la photo de droite. Donc, on a effectivement inversé. Pour l'instant, en 1753, ça ne reste qu'un projet qui est fait par Godot, l'architecte, peu importe. Eh bien, il va falloir 3 ans pour que ce soit effectif, puisque sur 56 chanoines, il va y avoir 8 anciens, c'est-à-dire 8 qui vont faire appel au conseil du roi pour empêcher le réaménagement du chœur. Leurs arguments sont les suivants. Ils sont particulièrement intéressants. D'abord, comme les reliques de Saint-Éloi sont situées au fond de l'église, si on ramène l'autel au niveau de la croisée du transept, il va y avoir une dispersion de la sacralité, c'est-à-dire les reliques en lien avec le geste de l'Eucharistie qui permet de renforcer le côté médiateur des saints. Donc ça, c'est la première inquiétude. Deuxième chose, le fait d'ouvrir le chœur. Premier problème, les laïcs vont voir ce qui se passe dans le chœur. Et ça, c'est vraiment un problème pour les chanoines de Noyon, les huit anciens, c'est le fait que les profanes vont poser leur regard sur le Saint des Saints. Donc ça viendrait littéralement profaner le geste eucharistique. Ils n'auraient pas la tenue nécessaire. Et il y a même un petit peu de misogynie, il y aurait même des femmes qui regarderaient le prêtre en train de manier les saintes espèces. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ne passe pas. À l'inverse, les modernes, parce que du coup, ils répondent par documents interposés, les modernes, à Noyon, ils disent « mais non, au contraire, le fait de ne pas voir ce qui se passe, le fait qu'on entende la messe sans la voir à cause du jubé, eh bien, on ne peut pas croire à la réalité de la messe tant qu'on ne voit pas. Donc eux, ils sont dans la continuité, si vous voulez, de ce que j'ai appelé tout à l'heure le sensible, ce développement du sensible dans la pratique religieuse, le fait de voir de manière théâtrale presque le geste pour croire. Et eux, ce qui est très intéressant, c'est que les modernes, ils ont été formés au séminaire, alors que les anciens, c'est des gens de Noyon. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que le séminaire était beaucoup plus habitué à la mode des chœurs ouverts. Et donc, tous ces anciens, le roi, en fait, va trancher, et donc le chœur va être reconstruit à la romaine. Donc, destruction du jubé et déplacement des stalles au fond du chœur, mise en place de l'autel à la croisée du transept, donc un superbe chœur ouvert à la romaine. Et vous voyez, l'autel, en fait, on a d'abord mis un autel provisoire à l'endroit où il est aujourd'hui, et en 1777-79, on va réaliser un nouvel autel définitif qui est tout à fait remarquable. Regardez-le, c'est vraiment un autel extrêmement intéressant à Noyon. Vous avez en fait la table d'autel à gauche qui va être soutenue là par les anges, et regardez ce qui est mis
le tabernacle. Le tabernacle est intégré en fait à l'autel. Donc ici, on est dans la continuité de ce qui a été fait bien avant à Milan, en 1564. Ici, ça y est, plus de suspens eucharistique au-dessus de l'autel qui serait placé tout au fond de l'église. Ici, le tabernacle est intégré. Mais on va plus loin, vous le devinez derrière, on voit qu'il y a les reliquaires des grands saints de Noyon, notamment Saint-Éloi, qui sont placés sous le petit temple circulaire, là, vous voyez, toujours cette esthétique antique, le temple Pietro, comme ça, le petit temple circulaire avec les colonnettes, là. Et bien, dessous, vous voyez qu'il y a du verre, une vitre, et on voit les reliques ici. Et là, vous avez vraiment une polarisation de la sacralité à la cathédrale de Noyon, avec à la fois l'hostie qui est conservée là, la table d'autel pour célébrer, et les reliques des grands saints de Noyon qui autorisent la médiation. D'accord ? Donc là, vraiment une polarisation de la sacralité sur cet autel. Et donc ici, je reprends en particulier les travaux de Mathieu Lours. Il nous dit bien que l'autel de Noyon, c'est presque un cas unique en France, véritablement aussi abouti, si vous voulez. Ces temps modernes, donc en 3 points, vont se terminer par un autre traumatisme, celui de la Révolution française. Alors qu'on est en plein réaménagement des chœurs, dans les années 1740, ça commence au fond tout juste en France, à part les exemples d'Angers et de Notre-Dame de Paris, eh bien, la Révolution intervient à partir de 1789, et ça c'est pas tant intéressant parce que les temps modernes, ils s'ouvrent par un premier traumatisme, celui des guerres de religion, qui vont entraîner des restaurations et des reconstructions, et ils vont se terminer, s'achever par un deuxième traumatisme, celui de la destruction de nombre de cathédrales pendant la Révolution française. Alors, ça n'est pas la Révolution en tant que telle, ça je le souligne tout de suite, qui détruit les cathédrales. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. En 1793, quand il y a suppression du culte, ou en 1789, il n'y a pas eu de Bastille au niveau des cathédrales. C'est-à-dire qu'on n'a pas détruit des cathédrales, si vous voulez, où on a en fait juste retiré les éléments de mobilier ou les éléments qui sont le symbole de ce qui va éloigner de la raison. Donc on va détruire les sculptures, on va supprimer le mobilier, si vous voulez, tout ce qui a trait véritablement, supprimer les reliques, tout ce qui fait la sacralité du lieu. Il n'y a pas de destruction de la cathédrale. En fait, en 1793, donc interdiction du culte, les édifices sont considérés comme des biens nationaux, donc ils appartiennent désormais à l'État. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand le culte va être restauré en 1795, eh bien, en fait, il y a des monuments déjà qui commencent d'être vendus parce qu'il y a trop d'églises dans les villes, donc il n'y a pas nécessité de toutes les conserver. Eh bien, certaines vont être vendues comme biens nationaux à des propriétaires. Et là, c'est le développement de la propriété privée à l'époque, donc on ne remettrait jamais en question le fait d'avoir vendu un monument à un nouveau propriétaire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces monuments, en fait, ils vont être détruits à partir des années 1795, après, pensez à Cluny aussi pour les abbayes, par des revendeurs de matériaux. En fait, ils vont acquérir ces monuments-là, ils vont revendre les tuiles, le plomb, les pierres, etc., notamment la cathédrale de Cambrai, dont je parlerai juste après, elle va finir dans le canal du Nord. Elle va permettre de construire une partie du canal du Nord. Ici, je vous montre l'exemple parce que le nord de la France a payé un lourd tribut dans la destruction des cathédrales. Ici, vous avez la cathédrale d'Arras. Et la cathédrale d'Arras, en fait, Arras, c'était une ville à 2 pôles. La ville à 2 pôles, je vous la montre ici sur un plan donc de l'époque moderne. Vous avez comme Périgueux une ville vraiment découpée en deux. La partie gauche, c'est la cité antique. Et vous voyez qu'au XVIIe siècle, elle est presque encore pas lotie. Il y a vraiment beaucoup de vergers, beaucoup de jardins. C'est là qu'est la cathédrale. Vous la voyez au milieu à peu près de la cité. Ici, il y a la cathédrale Notre-Dame de la Cité, qui est ici. Donc là, ça correspond vraiment à la cité romaine. C'est là que s'est implantée la cathédrale à la fin de l'Antiquité. À droite, le bourg Saint-Va. Aujourd'hui, vous le connaissez puisque c'est là qu'il y a le beffroi avec l'hôtel de ville qui témoigne évidemment du développement économique de la ville. Eh bien, il s'est fait en lien avec l'abbaye Saint-Va, qui conservait les reliques de Va, le grand évêque de la ville. Et donc, pareil, développement d'une ville autour, et donc le bourg Saint-Va, en fait, va finir par être beaucoup plus important que l'antique ville d'Arras. Et donc, pareil, la Révolution va sanctionner le passage d'une ville à l'autre, comme ça s'était fait en fait à l'époque protestante à Périgueux, d'une certaine manière. C'est-à-dire que l'évêque va préférer, au moment du rétablissement du culte, s'installer dans l'abbatiale Saint-Va. Voici. Pourquoi ? Parce qu'elle venait d'être reconstruite au XVIIIe siècle par les moines.
Donc ici, vous avez un nouvel exemple, je le dis au passage, qui a été construite en style classique, retour à l'antique, par des moines, mais qui aujourd'hui est la cathédrale d'Arras. Vous voyez, c'est Contant d'Ivry, l'architecte, on retrouve le fronton, voilà la façade de temple appliquée au vent de l'église. Et à gauche, la cathédrale qui était vraiment extrême, ça fait partie de ces monuments comme ça qui empêchent aujourd'hui d'écrire véritablement le plus précisément possible l'histoire de l'architecture gothique. La cathédrale d'Arras, elle faisait partie des monuments de la première, des tout débuts de l'architecture gothique, puisqu'elle est commencée en 1160, donc en même temps que Notre-Dame de Paris, juste après la cathédrale de Noyon. Eh bien, cette cathédrale d'Arras donc, va entièrement disparaître entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Donc, en fait, ça va venir sanctionner en quelque sorte aussi la réalité de la ville d'Arras avec donc, la destruction de l'ancienne cathédrale au profit de l'église du centre-ville, en quelque sorte. Et regardez, Arras, en fait, ça va procéder par compensation, c'est-à-dire que ces monuments qui ont été détruits après la Révolution, eh bien aujourd'hui, si vous allez à Arras, la cathédrale, elle était très exactement au niveau de la préfecture. Si vous connaissez la préfecture du Pas-de-Calais, la préfecture s'est installée au niveau de la cathédrale Notre-Dame de la Cité. Et en fait, par compensation, pour rappeler cette cathédrale quand même, on va construire au XIXe siècle une église dédiée à Saint-Nicolas, de style néoclassique, qui est juste à côté de la préfecture et qui est située, là vous la voyez, vue du ciel sur la photo de droite, elle est située à l'emplacement du transept de la cathédrale ancienne d'Arras, donc le transept là, que vous voyez perpendiculairement au chevet. Cambrai, même chose. Cambrai, l'évêque de Cambrai, il va s'installer dans l'ancienne abbatiale du Sépulcre, que vous voyez à droite, qui est aujourd'hui la cathédrale de Cambrai, et la cathédrale exceptionnelle d'Arras, vous voyez, de Cambrai, pardon, avec son extraordinaire transept arrondi qu'on retrouve à Soissons et qu'on retrouve à Noyon en particulier, va entièrement disparaître. Alors on a pensé à un moment donné conserver quand même la tour occidentale. Alors la cathédrale de Cambrai, on l'a surnommée la merveille des Pays-Bas, tellement elle était impressionnante pour les gens. Et cette grande flèche, en fait, qui était vraiment extrêmement importante, ça vous explique pourquoi il y a autant de flèches de pierre dans toute la région, le Pas-de-Calais, etc. Parce que en fait, c'est des épigones, en quelque sorte, de la flèche de Cambrai. La cathédrale de Cambrai va donc entièrement disparaître aujourd'hui. Voici l'abbatiale du Sépulcre devenue cathédrale de Cambrai. Cette révolution, en même temps qu'elle termine les temps modernes, elle va ouvrir le temps de la restauration et des constructions du XIXe siècle, donc l'époque contemporaine. Alors là, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les cathédrales vont être désormais pensées non plus comme un objet religieux, il y a vraiment un temps, une espèce de rupture, mais comme des éléments patrimoniaux et qui vont même volontiers être associés à l'idée de nation, qui se développe beaucoup à ce moment-là. Et donc, si vous voulez, je vais commencer par l'exemple de l'Allemagne. Là, je fais un petit détour par l'Allemagne avant de revenir par la France. La cathédrale de Cologne, elle va être achevée au XIXe siècle et pas dans n'importe quel contexte. Le projet de la cathédrale de Cologne, en fait, il va naître à partir du début du XIXe siècle, il est né 1810-1820. En fait, il va véritablement consister, achever la cathédrale, c'est en même temps achever la nation, c'est une image d'un achèvement de la nation par l'accomplissement de ce qui fait l'identité germanique. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que la nation va se chercher des origines, d'accord, avec donc certaines caractéristiques, et donc achever la cathédrale, c'est en même temps accomplir ce qui est resté inachevé, d'accord, donc les racines germaniques. Et effectivement, à la fin du XVIIIe siècle, Goethe avait écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Architecture allemande, où il décrit la cathédrale de Strasbourg. Et il va considérer que le style gothique est né en Allemagne et qu'il est l'image même du génie des Allemands, comme au fond l'est la Renaissance pour les Italiens. Et donc en fait que le style gothique, si vous voulez, c'est l'illustration même du génie des Germains. Et ça va être extrêmement intéressant parce que, alors après, au XIXe siècle, il y aura une espèce de bataille, de querelle avec les Français pour la prééminence de la jeunesse gothique. Et donc, à partir, la cathédrale de Cologne, en fait, je vous la montre tout de suite pour être peut-être plus clair, la cathédrale de Cologne, voilà à quoi elle ressemble au moment où écrit Goethe sur la cathédrale de Strasbourg. Et, elle a été construite, on a construit un grand chevet de style gothique rayonnant, sur le modèle en particulier de la cathédrale d'Amiens, au bord du Rhin. Et donc vous avez ce grand chevet, on a amorcé la nef, on a construit la tour de la façade à gauche, mais en fait la grue est restée.
pendant des siècles, le chantier est resté complètement inachevé. Et donc, il y a Joseph Gore, par exemple, au début du XIXe siècle, qui va appeler à achever la cathédrale de Cologne dans le style gothique propre aux Germains. Et comme on est dans une époque où l'Allemagne, la Rhénanie, sort de la domination napoléonienne, c'est aussi donc cette volonté véritablement de fédérer, de faire cette fameuse unification allemande à ce moment-là, et donc ça va se matérialiser par le chantier de la cathédrale de Cologne, et donc qui est le monument en fait emblématique encore aujourd'hui de l'Allemagne. Et donc la première pierre sera posée par l'empereur lui-même en 1842, et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'il va faire appel à tous les Allemands pour financer le chantier de construction. Donc véritablement, c'est vraiment un objet qui va vraiment condenser, si vous voulez, cette volonté d'unifier l'Allemagne. Et la cathédrale sera terminée par les 2 flèches extraordinaires qui couronnent la façade en 1881. Et là, c'est particulièrement intéressant parce que cette cathédrale, Goethe voit le début du chantier avec un certain Sulpice Boisseret, et là, il y a quand même quelque chose d'assez merveilleux. Ils vont faire des recherches sur cette cathédrale de Cologne et ils vont retrouver un plan qui est assez unique pour l'époque médiévale parce qu'il fait plusieurs mètres de longueur, de la façade, un plan médiéval qui date de 1300 environ, qui représente la façade avec tous les détails telle qu'elle était pensée autour de 1300. Et donc, en fait, on va mettre en pratique, ça va donner en fait une espèce de réalité au chantier, parce qu'on était bien embêtés, comment finir la cathédrale de Cologne quand même, que voulaient faire les architectes médiévaux. Et bien ici, en fait, on va réaliser le plan de 1300 au niveau de la façade. Donc, en réalité, la façade de la cathédrale de Cologne, vous avez une façade du 19e siècle, mais qui répond quand même à un plan autour de 1300. Donc voilà, le premier chantier entend vraiment un chantier laïcisé, un chantier vraiment qui est fini par la nation et non pas par le clergé. Ce n'est pas le clergé qui termine la cathédrale de Cologne, c'est vraiment l'accomplissement de la nation allemande qui s'exprime à travers ça. La restauration, parce que c'est une forme de restauration-achèvement, la restauration, eh bien, quand Metz et Strasbourg vont devenir allemands après 1870, eh bien, il va y avoir une tentative de même de germaniser les édifices qui était en France jusque-là. Et regardez la cathédrale de Metz, qui est une cathédrale gothique, là aussi, style gothique rayonnant. Eh bien, Blondel, au XVIIIe siècle, avait plaqué au devant de la façade vraiment un nouveau portail néoclassique. Là, vous le reconnaissez tout de suite avec le fronton semi-circulaire tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, le classicisme, c'est l'image même de la France avec Versailles et autres. Donc on le supprime complètement et Paul Tourneau va réaliser un portail néo-gothique. Donc en fait c'est une manière à l'époque où on considère que le gothique c'est l'essence du peuple allemand. Eh bien on va germaniser l'édifice par la construction d'un portail occidental néo-gothique. Je peux juste au passage, la cathédrale de Strasbourg, eh bien, à la croisée du transept, vous avez une tour-lanterne. Eh bien, c'est Gustave Klotz qui va la réaliser au XIXe siècle dans le style roman de la vallée du Rhin. Donc, c'est une autre manière de germaniser la cathédrale de Strasbourg. En France, il se passe quelque chose de très très proche. En France, en 1831, paraît le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, qui va vraiment sensibiliser l'opinion publique face à l'état de Notre-Dame qui avait été aussi beaucoup abîmé au cours de la Révolution avec la suppression de la Galerie des Rois et autres. Et bien de même, Notre-Dame de Paris et à travers elle le gothique vont exprimer là aussi le génie de la nation française. Et ça va vous expliquer après toute cette tendance au néo-gothique en particulier qui va marquer, Viollet-le-Duc arrive juste après. Et donc en fait c'est la même chose qu'en Allemagne, c'est extrêmement proche. C'est-à-dire que l'architecture gothique va vraiment renvoyer à l'affirmation de la nation française. Et donc voilà, en 1844, l'opinion est donc sensibilisée. À partir de 1830, vous avez l'inspecteur des monuments historiques qui est créé. C'est Ludovic Vitet, le premier inspecteur des monuments historiques. Ensuite, ça sera Mérimée, qui va réaliser un tour de France pour sélectionner les édifices les plus représentatifs de chaque période de l'architecture française. Et là, c'est extrêmement important avec l'idée de nation aussi.
c'est-à-dire que c'est l'époque véritablement où il faut pour chaque période d'une France qui est en train de se construire un monument qui vient exprimer, matérialiser chacune des périodes de l'histoire de France. Donc en fait, on va vraiment sélectionner comme Conques, c'est l'illustration même du style roman. Donc hop, on choisit Conques. Par contre, un édifice où il y a plein de périodes qui est représentatif d'aucune, il ne sera pas classé sur la première liste des monuments historiques. Il faut voilà comme ça des éléments qui soient extrêmement représentatifs de chaque période. Et donc, 1844, concours lancé pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Viollet-le-Duc, combiné à Jean-Baptiste Lassus, associé à Jean-Baptiste Lassus, vont remporter le concours. Et donc là, ils proposent un chantier de restauration d'État qui est extrêmement documenté. Ils ont étudié la cathédrale médiévale, donc c'est vraiment un projet qui répond aux monuments, si vous voulez. Et donc voilà l'état de la cathédrale. Alors elle est déjà ici en cours de restauration. On voit que les arcs-boutants du chevet sont déjà reconstruits à ce moment-là. Même la sacristie qui est placée en avant du transept, ici que je vous montrais tout à l'heure, en fait c'est Viollet-le-Duc qui l'a reconstruite en remplaçant celle qu'avait construit Soufflot au XVIIIe siècle, celui qui a construit le Panthéon, donc en style classique. Donc là pareil, on supprime pour remplacer par le néo-gothique. Et donc, cette restauration, regardez en quoi elle va consister. J'ai quand même un petit peu développé cet exemple-là, j'en ferai deux. Vous avez ici donc la façade de Notre-Dame, et regardez, dans la partie inférieure, le portail central, au XVIIIe siècle, Soufflot, donc celui qui a construit le Panthéon, il avait supprimé une partie du tympan du portail pour permettre aux dés des grandes possessions de passer à travers le portail. Donc on avait littéralement percé un petit arc brisé comme ça pour faciliter le déroulement des processions. Ensuite, la galerie des rois qui est au-dessus. Là, aujourd'hui, il y a une série de sculptures dans l'arcature qu'on voit juste au-dessus des portails. Là, il y a les rois. Alors les rois, évidemment, ils avaient été complètement déposés au cours de la Révolution française, vous imaginez bien. Viollet-le-Duc va restituer en fait la sculpture de Notre-Dame de Paris avec le sculpteur Geoffroy Deschaumes. Ils vont restituer la galerie des rois. Ils vont rétablir aussi les sculptures des portails, donc notamment le tympan dans sa totalité. Donc vous voyez, on va redonner au passage aussi, vous connaissez peut-être les célèbres gargouilles de Notre-Dame, les chimères de Notre-Dame, notamment le sphinge comme ça qu'on voit appuyé sur sa main. Et bien en fait, elles ont été rajoutées. Vous voyez, il n'y en avait aucune à ce moment-là. Donc elles sont rentrées depuis dans l'imaginaire du Moyen-Âge. Parce qu'en fait, ces restaurations-là, c'est ce que je m'apprête à vous montrer après avec Périgueux, c'est aussi, ça va réaliser, matérialiser ce qu'on pense du Moyen-Âge, ce qu'on pense avoir été le Moyen-Âge. Donc en fait, en même temps qu'on restaure un monument du Moyen-Âge, on fabrique un monument du Moyen-Âge. Alors ici, voilà, quand Lassus va mourir avant la fin des travaux, eh bien Viollet-le-Duc alors elle est devenue extrêmement célèbre, cette flèche. Il va réaliser à la croisée du transept donc une nouvelle flèche qui avait déjà existé, qui avait été démontée au XVIIIe siècle parce qu'elle était en mauvais état. Et donc il va la démonter et donc il va réaliser une nouvelle flèche plus haute que celle qui existait jusqu'au XVIIIe siècle. Et il va aussi rajouter des évangélistes, des prophètes et des prophètes au niveau, vous voyez, de part et d'autre, au niveau de la rencontre comme ça de chacune des toitures, vraiment au pied de la flèche, entre le transept, la nef et le chœur. Il va rajouter comme ça ces séries de représentations, donc avec ces sculptures qui ont échappé parce qu'elles étaient en travaux au moment de l'incendie de Notre-Dame, donc elles vont être remises en place, elles ont été remises en place. Vous avez ici Viollet-le-Duc qui s'est représenté en train de contempler son œuvre, la flèche de Notre-Dame. Donc, premier point. Deuxième exemple, la cathédrale de Clermont-Ferrand. Alors, la cathédrale de Clermont-Ferrand, elle m'intéresse à plusieurs titres parce qu'on va retrouver notre Viollet-le-Duc. Et donc ici, de même, autre exemple de restauration, en fait, de même que le gothique devient pour les cathédrales comme ça représentatives comme Cologne pour l'Allemagne ou Paris pour la France, cette espèce d'illustration du génie national, et le néo-gothique va s'imposer aussi dans les régions. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du Concordat de Napoléon en 1801, donc je reviens un petit peu avant, eh bien, les cathédrales, elles sont restaurées par l'État. C'est-à-dire qu'il y a un ministère des cultes qui va financer la construction et la restauration des cathédrales. Donc, ministère des cultes, et c'est pour ça que vous voyez souvent dans les archives l'architecte diocésain, c'est-à-dire qu'il y en a un par diocèse qui s'occupe de restaurer cathédrales, séminaires et qui va aussi surveiller les travaux sur les églises paroissiales.
les cathédrales, c'est entièrement financé par l'État. Si on construit une cathédrale au XIXe siècle, on est avant la séparation de l'Église et de l'État, elle est financée par l'État. Et donc à Clermont-Ferrand, voilà à quoi ressemble la cathédrale. C'est très ressemblant à Cologne, même s'il y a un petit peu plus. En fait, à Clermont-Ferrand, on avait construit une cathédrale à partir de 1248 et le chantier va s'arrêter au début du XIVe siècle, alors qu'on n'a construit que quelques travées de la nef, que vous voyez à droite du transept sur la représentation de gauche. Eh bien, à partir de 1850, il va y avoir la volonté d'achever la cathédrale de Clermont-Ferrand. C'est assez proche de la cathédrale de Cologne. Eh bien, donc c'est Aymon Mallet, l'architecte diocésain, qui va commencer par raser la cathédrale romane qui subsistait encore en partie en avant de cette cathédrale gothique. Donc au niveau des deux grandes tours avec les flèches de pierre en pierre de Volvic, là que vous voyez, ici il y avait un massif occidental roman. Et donc là, ça vous montre bien la volonté d'unification, l'unité de style, hein. C'est-à-dire que tout ce qui renvoie pas, tout ce qui ne permet pas d'unifier le grand monument, la grande époque architecturale d'un monument, c'est supprimé au profit de l'unification. Donc restaurer, c'est aussi détruire ici, parce qu'on a perdu un élément roman qui a en plus été déterminant, en plus pour toutes ces églises romanes bien connues des environs de Clermont, comme Saint-Nectaire, Orcival ou Notre-Dame-du-Port, juste à côté de la cathédrale. Et bien donc ici, c'est Viollet-le-Duc qui va commencer les travaux à partir de 1866, et donc il va finir les travées occidentales de la nef et construire cette grande façade harmonique. C'est ce que j'avais dit en introduction la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a de plus représentatif dans l'imaginaire commun que la façade harmonique pour une cathédrale? C'est presque la façade harmonique, donc avec ces deux tours comme ça, avec ces flèches, qui fait la cathédrale. Hein, et le 19e siècle va vraiment avoir cette tendance-là. Et donc, voilà, il va construire ces grandes... Alors, c'est favorisé, il va réfléchir comment créer l'unité entre l'œuvre ancienne et l'œuvre nouvelle. Eh bien, ça va se faire par le choix du matériau. On va utiliser cette pierre de Volvic, hein, cette pierre volcanique qu'on trouve beaucoup aux environs de Clermont, et ça va être facilité par l'ouverture du chemin de fer en 1868 entre Volvic, donc où on exploite la pierre, et Clermont. Et vous voyez, je vous ai mis la photo de droite, on est en train de construire donc la nef et les tours. Eh bien, vous voyez qu'on va importer les pierres de Volvic qui sont taillées, mais ensuite on va vraiment les terminer selon le module souhaité, dans les loges qui sont placées au pied de la cathédrale. Donc en fait, la ville se transforme en nouveau quartier comme ça de construction avec les loges des tailleurs de pierre qui sont placées de part et d'autre de la cathédrale. Alors ces restaurations, elles vont être fidèles à l'esthétique gothique, l'esthétique médiévale. Par exemple, Viollet-le-Duc va jusqu'à demander aux ouvriers de reproduire les marques lapidaires, vous savez, les marques que laissaient les tailleurs de pierre sur les différents éléments. Il y en avait dans le chœur. Eh bien, il va demander que les tailleurs de pierre réalisent de nouvelles marques pour les nouveaux piliers qui sont situés dans la nef. Il va aussi demander qu'on utilise les mêmes outils, les mêmes matériaux. J'avais parlé l'autre fois du fer et du plomb, très utilisés dans l'architecture gothique. Il connaît parfaitement ça, Viollet-le-Duc. Donc, en fait, il va vraiment demander qu'on réutilise tout ça. Par exemple, vous avez des agrafes de fer qui vont lier les différents éléments des balustrades. Donc, il y a vraiment des agrafes de fer. Par contre, ceci ne veut pas dire que Viollet-le-Duc tourne le dos à la modernité. Et on ne peut pas comprendre, ça Arnaud Timbert il l'a bien montré, qu'on ne peut pas comprendre en fait un chantier de restauration du XIXe siècle, en particulier de Viollet-le-Duc, simplement sur la volonté de rester fidèle aux techniques du passé. Ils sont parfaitement aussi, c'est une espèce de parfait équilibre entre tradition et modernité. Et donc en fait, les parties, par exemple les parements, les pierres qui ne se voient pas, eh bien là, on utilise les outils contemporains. Par exemple, l'outil que vous avez à gauche ici, ça c'est un outil qu'on n'aurait jamais utilisé au XIIIe siècle, eh bien, il le recommande pour les parties qui ne sont pas visibles. Donc là, vous avez par exemple un exemple de nouvel outil. Et puis la charpente extraordinaire qui est très originale à Clermont, au lieu d'avoir ces charpentes métalliques comme on fera à Chartres après l'incendie au XIXe siècle, ici vous avez une charpente où au lieu d'avoir ces structures comme ça complètement fermées avec les chevrons formant ferme, comme ça toutes ces pièces de bois qui viennent barrer la vue d'un bout à l'autre de l'église au-dessus des voûtes, eh bien ici il va lancer ce qu'on appelle des fermes, c'est-à-dire ces grands triangles comme ça qui soutiennent la couverture à intervalles réguliers. Eh bien ici, au lieu d'utiliser le bois, il va lancer des grands arcs brisés de briques qui sont reliés, regardez, par des tirants métalliques les uns aux autres, sous la couverture, là sur les côtés. Donc voilà, il emploie pleinement les techniques nouvelles pour la restauration du chantier de la cathédrale de Clermont, donc qui s'achève à la fin du XIXe siècle. Alors ici, j'en parle que très très peu, mais regardez à Bayonne, vous avez la même chose. La cathédrale était restée dépourvue de flèches. Et bien, Émile Beuzevillevade, qui restaure aussi la cathédrale de Laon, il va rajouter des très hautes flèches de pierre sur les tours de la façade. Donc voilà, autre néo-gothique. Ici,
Exemple pour le roman, Périgueux, extrêmement intéressant. Voilà à gauche la cathédrale de Périgueux au XIXe siècle, au début du XIXe siècle. Voilà son état à la fin du XIXe siècle. Bon, je crois que ça parle, les photos parlent d'elles-mêmes. Vous avez en fait une cathédrale qui se caractérise par un voûtement en coupole. Vous voyez, on voit les coupoles successives sur la Restauration. Elles existent déjà sous les charpentes qui sont sur la photo de gauche. Il y a déjà des fils de coupoles comme ça dans toute l'église. Eh bien, en fait, au XIXe siècle, les archéologues, pour l'époque romane, et c'est en fait, j'ai mis cet exemple pour vous parler aussi du néo-roman, parce que de même que le néo-gothique va se développer, cette passion pour l'art médiéval, parallèlement, nécessairement, va se développer le goût pour le roman, donc le néo-roman. Donc les cathédrales qui étaient de style roman, eh bien, pareil, on va les revoir, les restaurer, les restituer, les corriger par rapport à l'archéologie, l'état de l'archéologie à l'époque. Et en fait, Félix de Verneuil avait publié un ouvrage qui s'appelait « L'architecture byzantine dans les églises d'Aquitaine, le cas de Saint-Front de Périgueux ». Et en fait, lui, il considérait que les églises à fil de coupole qu'on trouve beaucoup dans le sud-ouest de la France, comme Angoulême, Périgueux et autres, eh bien, ça dérivait des églises donc de Constantinople, toutes ces églises à fil de coupole de l'Antiquité tardive. Eh bien, ce qui va être fait à partir de ça, c'est qu'on va restaurer l'Église avec cette croyance archéologique-là, qui remonte à ce moment-là. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est que ça ressemble à bien des égards à Sainte-Sophie de Constantinople, d'une certaine manière, la photo de droite. C'est-à-dire qu'en fait, il va supprimer les combles qui rendaient invisibles les coupoles, et puis il va les mettre en scène à l'extérieur en les recouvrant de pierre, chacune, donc ce qu'on appelle la calotte de la coupole, c'est vraiment la voûte en tant que telle, avec des couvertures de pierre, et puis des petits clochetons comme ça qui viennent vraiment souligner à l'extérieur la file de coupole. Et donc là, vous avez un exemple de néo-roman du 19e siècle, vraiment, c'est-à-dire le roman fabriqué par le 19e siècle, c'est-à-dire l'état des connaissances qu'on a à l'époque sur l'architecture de cette époque-là. Donc Saint-Front de Périgueux, cette cathédrale devenue cathédrale au XVIe siècle. Deuxième point, après la question des restaurations, la question des constructions des cathédrales au XIXe siècle. Alors, vous voyez que c'est très lié, à chaque fois, restauration, oui, mais on achève en même temps. Donc restauration, construction, c'est toujours très très lié. Alors, ici, j'ai choisi deux exemples qui sont très très différents pour voyez un petit peu la diversité. Ici, vous avez la cathédrale de Moulins, donc en Auvergne. Alors, l'Allier, c'est le département de l'Allier actuel. Le département de l'Allier, jusqu'à la Révolution française, il n'y a pas d'évêque qui siège dans l'Allier. En fait, une partie du département de l'Allier actuel répondait du diocèse de Clermont, une autre partie du diocèse de Bourges, une autre partie du diocèse d'Autun et une autre partie du diocèse de Nevers. Donc, c'est vraiment un département qui était complètement découpé. Et bien, comme le Concordat exige qu'il y ait un diocèse par département, enfin que les limites en fait respectent celles des départements, eh bien en 1823, il va y avoir l'érection d'un nouveau siège épiscopal à Moulins, dans la préfecture de Moulins, et donc en 1823, eh bien, il faut une cathédrale. Alors il faut attendre les années 1840 pour qu'on se mette à construire réellement une cathédrale, et en 1851, vous avez Lassus, celui qui a restauré Notre-Dame de Paris, avec Viollet-le-Duc au départ, qui va proposer un projet avec l'architecte diocésain. Rappelez-vous, les architectes diocésains, donc dans l'Allier, c'est Émono, et donc ils vont proposer un projet. Ben voilà ce que ça donne, le néo-gothique, c'est-à-dire une cathédrale entière, ou presque, vous allez voir, du 19e siècle. Alors ici, vous avez les projets, c'est-à-dire que ce n'est pas la cathédrale de Moulins telle que vous la verrez aujourd'hui. Les premiers projets, ils ont été revus à la baisse pour plusieurs raisons. Mais regardez déjà ce qu'ils nous proposent. En fait, Moulins, si ce n'était pas le siège d'un diocèse, c'était le siège du duché de Bourbon. Les Bourbons avaient un château à Moulins, et dans le château, il y avait une collégiale. Il y avait des chanoines qui desservaient une église au sein du château. Eh bien, ça correspond à la partie gauche de la vue de droite. La partie gauche, là, tout ce qui est à gauche du transept, le chœur, ça, c'est un chœur du XVe siècle, c'est la collégiale de Moulins. Donc une collégiale forcément plus réduite que la cathédrale. Il y avait une façade au niveau du transept qui est proposée ici par Lassus. Vous aviez donc voilà une collégiale du XVe siècle. Regardez le dessin des fenêtres, je pense que vous le devinez de loin, à courbe et à contre-courbe. Donc là, voilà, fin du XVe siècle. Eh bien, Lassus va proposer une cathédrale pour Moulins en construisant donc un transept avec ses roses, prototypiques de l'architecture gothique. Vous avez ensuite une nef avec les arcs-boutants, etc., les fenêtres hautes, et vous avez surtout la promotion au rang d'évêché qui est montrée, mise en scène par le choix d'une façade harmonique. Ici, vous avez la façade à deux tours avec des flèches. Alors là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que
là, vous avez un exemple de ce qu'on appelle le rationalisme architectural, c'est-à-dire que ce que déteste Viollet-le-Duc et on va dire ses élèves, c'est l'architecture du gothique flamboyant. C'est-à-dire que pour Viollet-le-Duc, il n'y a pas la cohérence qu'il y avait dans le style gothique rayonnant et du XIIIe siècle. C'est-à-dire le fait de supprimer le chapiteau, le fait de mettre du décor. Le décor, pour Viollet-le-Duc, il n'a pas d'intérêt s'il n'a pas de fonction dans l'architecture. C'est-à-dire qu'en fait, ça montrerait en quelque sorte l'essoufflement de l'invention des artistes sur le plan architectural et du coup, il faut une surenchère décorative pour masquer en quelque sorte l'essoufflement de l'invention sur le plan architectural. Donc la meilleure période pour ceux qui redécouvrent l'architecture au 19e, c'est le XIIIe siècle, c'est le temps de Chartres, c'est le temps de Soissons, c'est le temps des cathédrales qui sont considérées comme vraiment l'essence de l'architecture gothique. Eh bien, ce qui est intéressant à Moulins, c'est que le chœur, comme je vous l'ai dit, il était de style gothique flamboyant. Du coup, on aurait pu respecter l'architecture du chœur. Eh bien non, les modèles de Lassus sont des modèles du XIIIe siècle. Donc Chartres et Senlis. La façade, regardez, mémorisez les deux tours, vous avez des grands octogones comme ça avec des flèches de pierre qui sont lancées avec des lucarnes, etc. Dans les angles. Eh bien regardez, je vous ai mis la flèche de Senlis à droite. Je peux bouger, hein. C'est vraiment le modèle de Senlis qui est choisi pour la façade harmonique. On est au 1230-1240, hein, la flèche de Senlis. Hein. Et ça répond à vraiment cette vision de l'art médial comme quelque chose qui se projette vers le ciel. Et puis pour la nef, regardez le dessin des fenêtres composées là sur la partie droite du transept. Eh bien, c'est Chartres qui est choisi. Hein, ici, vous avez la cathédrale de Chartres à gauche avec le dessin des fenêtres hautes, comme ça, avec deux parties surmontées d'un grand ocule, une mini-rose, si vous voulez. Je vous la montre de l'intérieur à droite, là. À droite, vous avez effectivement le même dessin des fenêtres, les mêmes piliers, comme ça, les colonnes, la file de colonnes. Donc, c'est surtout le modèle de Chartres, enfin, entre autres. Je vous ai mis une photo de l'extérieur. Vous voyez très bien que le projet, en fait, a été revu à la baisse à Moulins. Ce n'est pas le projet de Lassus. Alors, Lassus, il a commencé à construire la cathédrale. Et puis, en fait, juste avant de mourir, il y a eu des problèmes. C'est-à-dire que les fondations ont dû être beaucoup plus profondes que ce qu'on pensait. Du coup, en fait, il y a eu beaucoup plus d'argent injecté que ce qu'on pensait. Et puis, la pierre qui a été utilisée, elle est accusée d'être de mauvaise qualité. En réalité, les historiens pensent plutôt que c'est dû au fait qu'elle était restée longtemps à l'extérieur et donc elle était devenue un petit peu inutilisable. Elle avait perdu ses propriétés. Et donc, ici à Moulins, en fait, on va détruire ce qui avait été à peine commencé par Lassus. Et en fait, c'est Millet, un autre architecte, qui va proposer un plan réduit, pas de transept, juste une nef avec une façade harmonique. Mais vous voyez que certes, on a encore les flèches de pierre et autres, mais on n'a plus l'image de Senlis. Mais on voit bien le raccord avec la collégiale du XVe siècle. Et ce que félicite à l'époque la commission des édifices religieux qui valide en fait les plans des architectes diocésains, eh bien c'est le fait qu'à l'intérieur, regardez à droite, il y a la nef devant nous et au fond c'est le chœur du XVe siècle. En fait, la nouvelle œuvre s'unifie bien avec le chœur, mais par contre on félicite Lassus et donc Millet le reprendra ensuite, d'avoir préféré l'architecture du XIIIe siècle à celle du XVe siècle. Donc certes, on unifie par l'élévation, par l'ensemble, mais dans le détail, on renvoie davantage à l'architecture du XIIIe siècle. Et vous voyez au passage le château de Moulins à gauche. Là, c'est le donjon qui avait été construit par le duc Louis II. Donc en fait, on voit bien que c'est une cathédrale qui s'est imposée au sein en fait, du château, là où il y avait la collégiale castrale. Autre exemple que j'ai choisi, ce sera le dernier de cathédrale construite au XIXe siècle, qui est extrêmement différent et en même temps qui peut vous rappeler Périgueux pour voir un petit peu la variété des choses. On va non plus au centre, mais au sud de la France, complet, c'est la cathédrale de Marseille. Alors la cathédrale de Marseille, elle est vraiment, vraiment intéressante parce qu'on la caractérise de néo-byzantin. Alors avant de vous parler de tout ça, Marseille, évidemment, a toujours été un siège épiscopal. Il y avait toujours un évêque à Marseille. Et vous voyez à droite de la photo qui est à gauche, vous avez la façade de la cathédrale du XIXe siècle. Et à droite, vous devinez une petite église. Eh bien ça, c'est la cathédrale de Marseille, qui date du XIIe siècle. La cathédrale de Marseille date du XIIe siècle. C'est vraiment une très, très belle cathédrale romane, réduite en dimension. Hein, vous le voyez ici, ce n'est pas les cathédrales de Laon. Voilà, c'est extrêmement réduit en dimension. Et vous voyez qu'elle est orientée perpendiculairement à la cathédrale. En fait, l'église regarde vraiment vers l'est, donc en direction de l'arcature qu'on voit derrière, le grand bâtiment qui est derrière l'ancienne cathédrale. Donc ça, eh bien, au XIXe siècle, Marseille s'impose comme la troisième ville de France. Et donc la petite cathédrale de Marseille n'est plus à la mesure de la ville,
qui est devenue Marseille au cours du 19e siècle. En plus, regardez, j'ai mis la photo à droite exprès, on voit la mer, la Méditerranée juste là, et en fait on est en train d'aménager le port avec un nouveau bassin, le bassin de la Joliette, et qui devient vraiment un port extrêmement important en France. Eh bien, Monseigneur de Masneau, 1852, il va décider la reconstruction de la cathédrale, c'est Napoléon III lui-même qui vient poser la première pierre, et on va décider de changer l'orientation de la cathédrale. On va détruire une partie, l'extrémité gauche de la cathédrale du XIIe siècle, pour construire donc cette grande cathédrale au XIXe siècle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait déjà, on est en 1852, donc il y avait déjà les monuments historiques, la première liste des monuments historiques. Or, la cathédrale de Marseille, elle faisait partie de ces 1024 premiers monuments. Et Mérimée, ce qui est intéressant, c'est que quand il avait vu la cathédrale de Marseille, il avait dit « bon, elle est intéressante, mais c'est surtout les parties orientales qui sont intéressantes, le chevet ». Et donc c'est pour ça, ça vous explique pourquoi, malgré le classement, on va quand même détruire la partie occidentale de la cathédrale. Et vraiment, ce souhait, il est vraiment intéressant parce que Stendhal, par exemple, il était passé à Marseille, donc avant la reconstruction de la cathédrale, et il disait que ça n'était la cathédrale de Marseille qu'une misérable église de village, que ce n'était pas du tout digne d'une cathédrale. Donc vous voyez, c'est vraiment la volonté de se reconstruire ces cathédrales. Et c'est Léon Vaudoyer qui est choisi comme architecte. Alors Léon Vaudoyer, il est extrêmement intéressant parce qu'il s'est passionné pour la Sicile, par exemple. Et en fait, lui, il s'intéresse. Alors, certes, les architectes ont à l'époque une formation très néoclassique, c'est-à-dire qu'ils apprennent voilà, le style antique, en particulier pour vous simplifier les choses. Eh bien, lui, il va s'intéresser à la Sicile, certes aux monuments grecs, mais aussi aux monuments normands, qui montrent cette synthèse comme ça entre l'architecture romane normande, l'influence arabe, l'influence aussi de Constantinople. Donc, il s'intéresse beaucoup aux monuments qui, comme ça, font la synthèse. Et Léon Vaudoyer va proposer un monument qu'on caractérise donc de néo-byzantin. Et ici, vous avez une cathédrale qui fait donc la synthèse entre l'architecture romane et l'architecture byzantine. Et c'est intéressant à plusieurs plans, parce que, de même, c'est lié à Félix de Verneuil, dont je vous parlais tout à l'heure pour Périgueux. En fait, on va considérer que l'architecture romane est beaucoup liée à l'architecture byzantine. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est un exemple extrêmement didactique, l'historicisme didactique. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre, j'essaie d'être clair, il va prendre des références, des emprunts à plusieurs monuments d'époques différentes et d'aires géographiques différentes. Pour montrer quoi ? Pour montrer le chemin des formes au fil des siècles, le chemin parcouru par les formes. Donc, par exemple, la coupole que j'ai mise ici, là, on les voit surtout sur les côtés, ce qu'on appelle la coupole à pendentif, avec ces grands triangles comme ça qui permettent de passer du plan carré au plan circulaire. La coupole sur pendentif, qui caractérise notamment Périgueux, Angoulême, ce dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, on voit parfaitement l'origine à Constantinople, si vous voulez. Donc, on va en fait accumuler comme ça les références à des monuments à la fois byzantins, romans, voire pour certains du premier art gothique. Et en fait, ça va montrer comme ça l'évolution de l'architecture chrétienne. Et ici, je reviens à l'extérieur après, vous voyez à l'intérieur, vous avez ces grands espaces avec des tribunes comme ça, qui à la fois font référence aux termes antiques, qui ont beaucoup influencé les premières églises chrétiennes, qui font aussi référence à Saint-Marc de Venise, qui date du XIe siècle. Vous avez donc ces coupoles sur pendentifs qui renvoient parfaitement à Constantinople. Vous avez le choix de la bichromie à l'extérieur, les deux couleurs de matériaux pour la façade, qui font référence notamment aux églises d'Embrun, la cathédrale d'Embrun dans les Alpes, ou à la cathédrale de Gênes. Vous avez aussi, regardé, une galerie des rois, comme à Notre-Dame de Paris en haut. Alors ici, on va représenter les grands saints de Marseille, notamment Saint-Maximin, Sainte-Madeleine, etc., Saint-Lazare. Et simplement avant, à l'extérieur, regardez, référence à l'époque romane, le chevet à déambulatoire et chapelle rayonnante. Vous l'avez là vraiment à droite, on le voit juste devant la mer. Vous avez un grand chevet comme ça qui donne semi-circulaire avec des chapelles, qui est la grande invention de l'époque romane, début du XIe siècle. Vous voyez, on accumule comme ça les références pour proposer ce qu'on appelle l'historicisme didactique. Et ça enseigne en quelque sorte l'histoire de l'architecture à travers le monument. Et le deuxième point qui m'intéresse, c'est le fait que cette cathédrale, elle a aussi une espèce elle est extrêmement signifiante à l'endroit où elle est, parce qu'elle est tournée vers la mer. Et Marseille devient le port français.
et c'est la porte de l'Orient, Marseille. Donc une cathédrale qui est comme ça, très inspirée par l'Orient, en plus beaucoup fantasmée par le 19e siècle depuis la génération romantique, c'est aussi affirmer Marseille comme cette porte de l'Orient. Et vous voyez ici, en plus elle est traitée comme un arc de triomphe, une espèce d'arc de triomphe chrétien comme ça dressé aux portes de l'Orient, et notamment, vous ne trouverez pas ça étonnant, que les églises construites pendant la colonisation française en Algérie, si vous pensez à Annaba sur le site de Saint-Augustin, eh bien c'est le néo-byzantin, chaque fois, très souvent, vous allez retrouver du côté algérien. Donc là aussi, c'est une manière comme ça d'affirmer le fait que Marseille soit cette porte de l'Orient. Je vais m'arrêter là, je vous remercie. J'essaie de... J'ai tenu combien de temps? Je crois que vous avez dû tenir 1h10. Bon, bah alors je suis parfait. Mais le pire, c'est qu'on était tellement embarqués dedans qu'on a été un peu surpris de la fin. J'étais extrêmement inquiet de la durée si je commençais à parler de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale et autres, donc j'avais préféré limiter volontairement. Ça fera la troisième partie. Avant de passer aux questions, je vais vous faire voir un petit quelque chose. Parce que moi, je l'ai vu. Si vous avez vu le conférencier, je vais vous faire voir toutes ces notes. Il n'y a que ça. Et tout le reste... Alors après, ne vous inquiétez pas, les notes, elles sont entièrement rédigées ici, mais je les apprends avant, enfin je les lis. Et chapeau, parce que vous avez fait un exposé. On a l'impression que vous faites ça naturellement depuis que vous êtes tout petit. Et donc, c'est assez bluffant. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions ou est-ce que vous revenez tout doucement sur Terre après ce grand voyage? Oui. Vous parlez de reconstruction, par exemple pour la cathédrale de Moulins. En combien d'années il faisait ça, à ce moment-là? Alors, la cathédrale de Moulins, elle est terminée en 1800. J'avais marqué la date. Moulins, elle est finie dans les années 1880, si je ne me trompe pas. Je peux vérifier. Pourtant, parce qu'ils avaient refait les fondations. Exactement. Mais en fait, le chantier avait à peine commencé. Donc, Moulins, vous êtes pour la date d'achèvement du chantier. Est-ce que je l'ai noté? 1850, c'est le début. Non, j'ai fait l'erreur de ne pas marquer la fin. Mais c'est achevé vers 1880, pas après, c'est assez vite. Oui. Alors, les jubés, on les détruisait, c'est-à-dire, alors souvent, on les mettait sous le nouveau dallage. Et par exemple, à Noyon, et regardez, Notre-Dame de Paris, dernièrement, ils ont retrouvé les fragments du jubé sous le dallage en faisant des fouilles archéologiques. Il a été détruit au moment où je vous ai dit qu'il y avait là, au début 18e. Et à Noyon, c'est 1918, quand la cathédrale est touchée par les bombardements français, qu'après-guerre, on va donc restaurer la cathédrale. Et il y a Alfred Révillon d'Amiens qui va venir faire des fouilles de la cathédrale. Et ils vont découvrir, exhumer sous le dallage tous les fragments. Et ça va vraiment être une œuvre d'anastylose. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont poser chacun des fragments au sol dans les bas-côtés de la nef pour reconstituer totalement le jubé ou presque. Et ensuite, ils vont décider de le remonter à l'extérieur de la cathédrale dans le cloître là, que vous pouvez plus visiter depuis que le cloître menace de s'effondrer. C'est bon pour tout le monde? Bon, bah, écoutez, il me reste, avant que je vous donne quelques petites informations, tout d'abord à vous remercier. C'est moi qui vous remercie vraiment. À vous féliciter parce que c'est vrai que vous êtes, comme diraient les jeunes, vous êtes hallucinant d'aisance et vous avez un talent oratoire. Et vraiment un grand merci. On n'a pas de souci pour votre thèse, ça devrait y aller, ça devrait le faire. J'espère. On n'est pas très inquiet. On n'est pas très inquiet. Alors bravo, vraiment bravo et merci à vous. Alors pour tous nos étudiants, la prochaine conférence aura lieu. Alors c'est tout à fait autre chose, le vendredi 22 novembre. Hein, et donc ça sera sur le thème c'est l'art, ça sera sur l'origami. Alors on change complètement d'univers. L'origami c'est l'art de pliage du papier et ça a l'air, c'est pas qu'un jeu d'enfant, il y a tout derrière un certain nombre de démonstrations géométriques et donc la conférence sera faite par, il s'appelle Maître TBI, c'est Monsieur Blaise et en fait qui est professeur de maths et qui viendra nous expliquer la relation entre l'origami, le pliage du papier, il plie très bien. Et les mathématiques. Voilà, donc ça sera le vendredi 22 novembre.
Et après ça, mais on est en train de vous préparer les petits papiers pour les conférences de l'année prochaine, mais je peux déjà vous dévoiler en primeur la prochaine conférence qui aura lieu le 20, je ne sais plus, pas le 21, le 21 ou je ne sais plus. C'est le troisième vendredi de janvier, hein, qui sera sur Marie Fourré, qui est une héroïne péronnaise. Et donc, voilà, ça sera au mois de janvier, mais on vous fera les petits papiers. Puis après, il y aura 2 autres conférences, hein, qui sera une sur, mais je vous donnerai les dates, une sur Quentin de la Tour et les pastels, donc une conférence sur la peinture, et une conférence sur l'archéologie et les fouilles qui sont les résultats des fouilles issues du canal Seine-Nord-Europe, des travaux du canal Seine-Europe, enfin des fouilles du canal du Seine-Europe. Donc voilà, ça sera les trois conférences de 2025. Voilà. Et puis, en dehors des conférences, pour ceux qui sont intéressés, comme alors on n'a pas de cathédrale à Tincourt, je suis désolé, et puis il est un petit peu tard pour nous, mais on a quand même 2 églises, et on en a une qui est à Bouclis. Et à Bouclis, c'est une église qui n'est plus utilisée pour le culte, et dans laquelle on peut faire des concerts. Et on aura un concert le vendredi 15 novembre à 19h. Hein, c'est dans le cadre du festival Envoi. Hein, et donc c'est de la musique baroque. C'est un ensemble de musique baroque. L'ensemble s'appelle Folie Baroque. Et ils viendront faire un concert grâce au soutien du PETR de Haute-Somme ou Haute-Picardie, je ne sais plus comment ça s'appelle, Haute-Somme. Voilà, et donc ça sera à 19h le 15 novembre, mais vous avez des petits papiers dans l'entrée. Et puis, 2 petits détails techniques. Bon, j'ai pas pris la quille avec moi, mais vous savez qu'elle est là-bas à l'entrée, il n'y a pas de souci. Et puis, pour ceux qui ne reçoivent pas par mail les annonces des conférences suivantes, est-ce que vous pouvez redonner votre adresse mail, puisque parfois il y a peut-être un petit loupé sur l'adresse. Donc si vous ne le recevez pas, puisque à chaque conférence on vous envoie tous ceux dont on a l'adresse mail, on vous renvoie un petit rappel pour vous dire n'oubliez pas de réserver. Si jamais vous ne recevez pas, c'est qu'on ne vous a pas dans le listing. Donc si vous pouvez redonner votre adresse à Valérie à l'entrée, comme ça vous serez informé des prochaines conférences. Voilà. Merci à vous. Félicitations, Monsieur Fréby, parce que ça a été très passionnant. Et puis, si vous avez encore quelques questions à poser, il a encore certainement quelques heures à passer avec nous. Vous pouvez, Monsieur Fréby est à votre disposition. Bonne soirée à tous, rentrez bien et au vendredi 22 novembre. Merci à tous.